Boccace, le reproche ingénieux. Peu de gens ignorent que Messire Can de la Scala fut un des plus magnifiques seigneurs qu'on ait vu naître en Italie depuis l'empereur Frédéric II. Il est peu d'hommes que la fortune ait autant favorisés et qui aient pu se faire plus d'honneur que lui de leur richesse. Un jour qu'il s'était proposé de donner une fête superbe dans la ville de Vérone, et qu'il avait fait en conséquence de grands préparatifs, on le vit changer tout à coup de résolution, pour des motifs qu'on a toujours ignorés, et combler de présents les étrangers que la nouvelle de cette fête avait attirés de toutes parts à sa cour, afin de les dédommager par cette politesse du spectacle et des divertissements qu'il comptait leur donner. Il oublia dans ses générosités un nommé Bergamin, homme agréable, beau parleur, et qui avait des saillies si heureuses qu'il fallait l'avoir entendu pour s'en former une juste idée. On prétend que cet oubli fut volontaire de la part du prince, qui s'était figuré que cet homme ne valait pas la peine qu'on s'occupât de lui. D'après cette idée, il ne crut point lui devoir aucun dédommagement, ni lui faire dire de s'en retourner. Cependant, Bergamin, qui avait entrepris le voyage de Vérone que dans l'espérance d'en retirer quelque profit, voyant qu'on ne songeait point à lui, et qu'il dépensait beaucoup à l'auberge, soit pour lui et ses domestiques, soit pour ses chevaux, commença à s'impatienter et à être de fort mauvaise humeur. Persuadé néanmoins qu'il ferait mal de partir sans prendre congé, il attendit encore, quoiqu'il eût déjà dépensé tout son argent, car l'aubergiste n'était pas homme à se payer de saillies. Le pauvre Bergamin avait apporté avec lui 3 habits fort beaux et fort riches, dont quelques seigneurs lui avaient fait présent pour qu'il pût paraître avec honneur à la fête. Il en donna un à son hôte pour le payer de ce qu'il lui devait. Comme il s'obstinait toujours à ne point s'en retourner, il fallut encore donner le second habit. Enfin résolu d'attendre le dénouement de cette aventure, il était sur le point de livrer le 3e et de partir, lorsqu'un jour, se trouvant au dîner de Messire Can, il se présenta devant lui avec un visage triste et un air rêveur. « Qu'as-tu, Bergamin » lui dit ce seigneur, plutôt pour l'insulter que pour s'amuser de ce qu'il pouvait lui répondre. « Qu'as-tu donc? Tu pourrais avoir du chagrin. Ne peut-on savoir le sujet ?» Bergamin répondit sur-le-champ, comme s'il s'y fût préparé d'avance, par le conte que voici. Vous saurez, monseigneur, qu'un nommé Primas, célèbre grammairien, était l'homme de son temps qui faisait le plus facilement des vers. Jamais poète n'excella comme lui dans les impromptus sur toutes sortes de sujets. Ce talent, joint à ses grandes connaissances, le rendit si fameux que dans des pays même où il n'avait jamais paru, il n'était question que de Primas. La renommée ne parlait que de lui. Le désir d'acquérir de nouvelles connaissances l'amena un jour à Paris. Il y parut dans un triste équipage, car son savoir n'avait pu le garantir de l'indigence, par la raison que les grands récompensent rarement le mérite. Il entendit beaucoup parler dans cette ville de l'abbé de Clugny, qui, après le pape, passe pour le plus riche prélat de l'Église. On disait des merveilles de sa magnificence, de la cour brillante qu'il avait, de la manière dont il régalait tous ceux qu'il allait voir à l'heure du dîner. Frappé de ce récit, Primas, qui était curieux de voir les hommes magnifiques et généreux, résolut d'aller visiter monsieur l'abbé. Il s'informe s'il demeurait loin de Paris. Il apprend qu'il habitait une de ces maisons de campagne qui n'en était éloignée que de 3 lieues. Primas calcula qu'en partant de grand matin, il pourrait être arrivé à l'heure du dîner. Il se fait enseigner le chemin, mais dans la crainte de ne rencontrer personne qui, allant du même côté, pût l'empêcher de s'égarer et d'aboutir quelque part où il n'aurait eu rien à manger, il eut la précaution d'emporter avec lui 3 pains,
comptant qu'il trouverait partout de l'eau, pour laquelle d'ailleurs il avait peu de goût. Muni de cette provision, il se met en route et va si droit et si bien qu'il arrive à la maison de plaisance de M. l'abbé avant l'heure du dîner. Il entre, il examine tout, et à la vue d'une quantité de tables dressées, de plusieurs buffets bien garnis et de tous les autres préparatifs, il conclut en lui-même qu'on n'a rien dit de trop de la magnificence du prélat. Et tandis qu'il était occupé à ses réflexions, et que, n'osant lier conversation avec personne, il portait partout un œil étonné et curieux, l'heure du dîner arrive. Le maître d'hôtel commande qu'on donne à laver et que chacun se mette à table. Le hasard voulut que Primas se trouvât placé justement vis-à-vis la porte de la pièce d'où M. l'abbé devait sortir pour entrer dans la salle à manger. Vous noterez, monseigneur, que c'était la coutume chez lui de ne rien servir, pas même du pain, qu'il ne fût lui-même à table. Tout le monde était donc placé, et le maître d'hôtel fait dire à M. l'abbé qu'on n'attend que lui pour servir. L'abbé sort de son appartement. À peine a-t-il mis un pied dans la salle que, frappé de la figure et du mauvais accoutrement de Primas, qu'il voyait pour la première fois, et qui fut précisément le premier objet de ses regards, il fit une réflexion qui ne lui était encore jamais venue dans l'esprit. « Mais voyez donc, dit-il en lui-même, à qui je fais manger mon bien ?» Puis reculant d'un pas, il fait refermer sa porte et demande à ceux de sa suite s'ils connaissent l'homme qui est assis à table au-devant de la porte de son appartement. Chacun répondit qu'il ne le connaissait pas. Cependant, Primas, affamé comme un homme qui a longtemps marché et qui n'était pas accoutumé à dîner si tard, voyant que l'abbé se faisait trop attendre, tire un pain de sa poche et le mange sans façon. Quelque temps après, le prélat ordonne à un de ses gens de voir si cet inconnu était toujours là. « Il y est encore, monseigneur, répond le domestique, et mamie mange un morceau de pain qu'il semble avoir apporté. »« Qu'il mange du sien s'il en a, car pour du bien il n'en tâtera pas aujourd'hui, repartit l'abbé avec un mouvement de dépit. Il ne voulait pas toutefois lui faire dire de se retirer, croyant que ce serait une impolitesse trop marquée. Il espérait que l'inconnu prendrait ce parti de lui-même. Primas, qui ne se doutait pas de ce qui se passait, ayant mangé un de ses pains, et voyant que l'abbé ne se pressait pas de venir, tire le second et le mange avec le même appétit que le premier. On en instruit le prélat, qui avait fait regarder de nouveau si l'étranger était encore là. Enfin Primas, désespérant de le voir arriver et n'ayant pu apaiser sa faim par les 2 premiers pains, tire le troisième sans s'inquiéter de l'étonnement qu'il causait à ceux qui étaient auprès de lui. L'abbé en est encore informé et, surpris de la constance de cet homme, fait des retours sur lui-même et se dit « Mais quelle étrange idée m'est venue aujourd'hui dans l'esprit. D'où vient cette avarice, ce mépris? Et qui sait encore pour qui? Ne m'est-il pas arrivé 100 fois d'admettre à ma table le premier venu, sans examiner s'il était noble ou roturier, pauvre ou riche, marchand ou filou? À combien de mauvais sujets n'ai-je pas fait politesse, qui peut-être était pire que celui-ci? D'ailleurs, il n'est pas possible que ce mouvement d'avarice ait pour objet un homme de rien. Il faut nécessairement que ce soit un personnage d'importance, puisque je me suis ravisé de lui faire honneur. Sur cela, il voulut savoir qui il était. Ayant appris que c'était Primas et qu'il venait pour être témoin de sa magnificence, dont il avait beaucoup ouï parler, l'abbé, qui le connaissait de réputation, rougit de son procédé et n'épargna rien pour réparer sa faute. Il lui témoigna la plus grande estime et lui fit tous les honneurs possibles.
Après le dîner, il commanda qu'on lui donnât des habits convenables à un homme de son mérite, lui fit présent d'une bourse pleine d'or et d'un très beau cheval, lui laissant la liberté de passer chez lui tout autant de jours qu'il voudrait. Primas, le cœur plein de joie et de reconnaissance, rendit 1 million de grâces à monsieur l'abbé et reprit à cheval la route de Paris d'où il était parti à pied. Mais Sir Can de Lascales, qui ne manquait pas de pénétration, comprit aussitôt ce que voulait Bergamin, et sans attendre d'autre explication de sa part, lui dit en souriant: Bergamin, tu m'as fait connaître très honnêtement tes besoins, ton mérite, mon avarice et ce que tu désires de moi. J'avoue, oui, que je ne me suis jamais montré avare qu'à ton égard, mais je te promets de me corriger par les mêmes moyens que tu m'as si adroitement indiqués. Cela dit, il fit payer les dettes de Bergamin, lui donna un de ses plus riches habits, une bourse bien garnie, un des plus beaux chevaux de son écurie, et lui laissa le choix de se retourner ou de demeurer encore quelque temps à Vérone.